bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour vous donner un peu de billes déjà sur ce que c'est l'obsolescence programmée, pourquoi c'est un problème, etc. Je vais commencer par vous donner la définition de l'obsolescence programmée. Ce sont des techniques des fabricants pour raccourcir délibérément la durée de vie d'un produit afin d'en encourager le renouvellement. C'est-à-dire qu'on va introduire une technique pour que le produit dure moins longtemps et dans le but de vous en faire racheter de nouveau. Il y a 3 types principaux d'obsolescence programmée. L'obsolescence technique, c'est par exemple quand votre lave-linge tombe en panne et la pièce détachée n'existe plus, ou la batterie de votre téléphone n'est pas remplaçable. On a l'obsolescence logicielle, qui est plutôt des questions de mise à jour, d'incompatibilité, d'absence de support technique, ce genre de problème qui ne vient pas du matériel mais bien du logiciel. Et enfin l'obsolescence esthétique ou culturelle qui est un peu plus subjective mais qui renvoie surtout aux stratégies publicitaires, marketing qui vont vous pousser à renouveler vos produits avant que vous en ayez besoin, c'est-à-dire vous allez voir une super publicité pour la dernière tablette avec des performances incroyables et vous allez avoir envie de jeter votre ordinateur pour vous acheter cette nouvelle tablette. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a certains produits qui concentrent un peu différents types d'obsolescence. Les smartphones, c'est vraiment le produit, par exemple, emblématique de cette obsolescence à la fois culturelle, logicielle et technique, dans le sens où ils sont de moins en moins réparables. On a aussi plein de problèmes de mise à jour, etc., sur lesquels je reviendrai. Et une obsolescence aussi esthétique avec énormément de publicité pour les derniers modèles qui sortent sans innovation majeure, etc. L'obsolescence programmée, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un phénomène nouveau. Ça date en fait des années 1920 aux États-Unis dans le contexte de la Grande Dépression et ça a été envisagé d'abord comme une solution à la crise économique pour relancer le système de production et de consommation par la demande en se disant on n'a qu'à mettre une date de péremption quelque part de nos produits non alimentaires et les racheter à un certain intervalle. Après, ça s'est développé plus sur d'autres produits comme les collants, les voitures au cours du XXe siècle. Le problème aujourd'hui, c'est surtout que ça ne répond plus justement à ce dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire l'urgence écologique et ça crée aussi beaucoup de frustration chez les consommateurs. Quelle urgence écologique? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que pour la plupart de nos produits du quotidien, la fabrication, c'est vraiment la phase la plus lourde en termes d'impact environnementaux. Par exemple, pour les smartphones, c'est environ 80% des impacts qui sont à la phase de fabrication, d'extraction des matériaux, contrairement à l'usage ou même la fin de vie, le traitement des déchets. Et si on allongeait la durée de vie de 11 de nos équipements de la maison de 3 ans supplémentaires, on pourrait économiser l'équivalent de 15 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire le budget CO2 de 1,2 million de Français par an. Donc c'est vraiment un impact climatique aussi énorme et un sujet important de ce point de vue-là. Évidemment, il y a aussi des conséquences sociales dans le sens où c'est aussi les gens qui ont le moins de moyens qui vont se retrouver victimes de produits de mauvaise qualité, qui vont devoir les remplacer plus souvent, etc. Et puis les conditions de fabrication dans d'autres pays qui sont souvent déplorables. Le contexte actuel où on en est, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience dans les dernières années de l'importance de la durabilité des produits, de la place de la prévention, d'éviter de créer des déchets dans un premier lieu plutôt que de mettre l'accent plus sur le recyclage. Donc il y a un progrès. Par exemple, il y a 77% des Européens qui déclarent qu'ils préféraient réparer leurs produits en panne plutôt que d'en racheter de nouveaux, ce qui est plutôt positif. Mais ce qu'on observe, c'est que dans les faits, il n'y a que 44% à peu près des produits en panne qui sont réparés effectivement. Donc il y a un énorme écart entre la volonté des gens et ce qui est fait en réalité. Pourquoi cet écart? D'abord parce que c'est un sujet nouveau où il y a peu d'expertise, donc on ne sait pas vraiment quels peuvent être les freins des gens. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est par exemple des considérations de coût. Ça coûte trop cher de réparer. Souvent, ça coûte moins cher quand même que de racheter un produit neuf.
mais on ne va pas forcément le faire parce que c'est une question de coût relatif. Si ça nous coûte plus de 30% du coût du produit neuf, on va se dire non, je vais juste prendre un nouveau produit et comme ça je serai aussi couvert par une garantie et plus protégé. Et il y a aussi un enjeu de confiance, de praticité dont on parlait ce matin avec la récompense immédiate où on va vouloir acheter sur Amazon et que ça arrive directement le lendemain. C'est plus pratique, ça met plus en confiance que d'aller chercher un réparateur dans l'annuaire de la réparation qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a tout un enjeu aussi de manque d'informations et d'alternatives pour le plus grand nombre. Donc l'obsolescence programmée est un problème. Heureusement, on a une loi en France depuis 2015, la loi de transition énergétique qui punit le délit d'obsolescence programmée. On est le seul pays au monde à avoir créé ce délit. Et donc, il le punit quand même de 300 000 € d'amende pouvant être portée jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise, 5% plutôt, pardon. Mais c'est quand même pas mal à l'échelle de grandes entreprises, et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Mais cette loi, finalement, n'a pas changé grand-chose encore dans les faits, si ce n'est de la sensibilisation sur cet enjeu d'obsolescence programmée, puisque ce délit n'a jamais été puni, pour l'instant. L'association Hub, justement, pour laquelle je travaille, a porté 2 plaintes, l'une contre Epson sur les imprimantes et l'autre contre Apple sur un sujet d'obsolescence logicielle, de mise à jour qui ralentissait les téléphones. Et la plainte contre Apple a donné lieu à une amende à Apple de 25 millions d'euros, mais sur une base des pratiques commerciales trompeuses et non pas d'obsolescence programmée. Donc le délit a peut-être besoin d'être réécrit, précisé pour être plus applicable. J'en viens à notre sujet de la loi et du lobbying. Donc le contexte jusqu'à 2020, c'était qu'il y avait ce petit délit d'obsolescence programmée, mais sinon pas grand-chose pour aider les gens à réparer, pour soutenir ces solutions. Et donc, pendant la campagne présidentielle de 2017, nous, on avait interpellé les candidats pour obtenir des engagements sur les sujets qui nous touchaient, c'est-à-dire la disponibilité des pièces détachées, les garanties légales, le soutien à la réparation. Et on avait obtenu de la part d'Emmanuel Macron, à l'époque où il était candidat, plusieurs engagements en disant que, par exemple, on allait voir pour allonger la durée de garantie, qu'on allait rendre les pièces détachées plus disponibles, améliorer l'information, créer un indice de réparabilité, c'est-à-dire une note qui vous dit à quel point votre produit va être réparable en magasin. Et donc en 2018, fin 2017 même, le gouvernement a lancé des ateliers consultatifs sur la feuille de route économie circulaire. Alors c'était peut-être moins participatif que les initiatives dont on a entendu parler depuis ce matin, parce que voilà, il y avait des ateliers sur différents enjeux de l'économie circulaire, les déchets, la durée de vie des produits, etc. Mais à la fin, ça restait quand même le gouvernement qui donne le cap et qui décide. Après cette feuille de route, donc publiée en 2018, il y a eu des réflexions sur une loi qui a été adoptée en février de cette année, la loi anti-gaspillage, et qui du coup a apporté de nombreuses mesures importantes pour les consommateurs, pour l'environnement, notamment sur les sujets du coup de durée de vie des produits. On a cet indice de réparabilité obligatoire à partir de 2021. Donc quand vous irez acheter par exemple un nouveau téléphone en magasin, vous trouverez une note sur 10 qui vous dira à quel point votre produit est facilement réparable. Ça va s'appliquer sur 5 catégories de produits au début, puis on espère que ce sera étendu à d'autres catégories de produits. Il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes, comme l'interdiction de l'irréparabilité intentionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de cette loi, on n'a plus le droit de mettre sur le marché des produits qui sont complètement collés à l'intérieur, soudés, qu'on ne peut pas réparer, parce que c'est une absurdité écologique. Il y a aussi des choses sur la garantie, où par exemple, sous garantie, si vous avez une panne et que vous décidez de faire réparer votre produit, vous aurez 6 mois de garantie supplémentaire à la fin du produit, à la fin de la garantie. Donc ça, c'est assez intéressant comme mesure incitative pour pousser les gens aussi à faire de nouveaux choix. En fait, il y a 2 catégories principales de mesures. Il y a celles qui visent à informer mieux le consommateur pour qu'il soit très éclairé et qu'il puisse choisir le meilleur produit.
Donc indice de réparabilité, de durabilité, information sur la durée de disponibilité des pièces, ce genre de choses. Et de l'autre côté, il y a toutes les mesures qui sont plus contraignantes vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire qu'on va forcer les entreprises à financer la réparation, à stocker des pièces pendant 10 ans, etc., des choses comme ça. Pour nous, les deux sont importants et on s'est beaucoup battu pendant la loi pour qu'il y ait aussi des mesures contraignantes et pas seulement des mesures d'information du consommateur qui sont évidemment plus faciles à mettre en place et qui suscitent moins de réactions de la part des lobbies industriels. Ce que je peux dire aussi, qui est intéressant, je pense, par rapport au côté consultatif, c'est qu'on avait publié un livre blanc en 2019 où on récapitulait 50 mesures pour des produits plus durables et réparables, donc sur tous ces axes dont j'ai déjà parlé. Et ensuite, au moment des élections européennes, on a fait un sondage pour savoir lesquelles de ces mesures étaient les plus populaires pour être étendues au niveau européen. Donc il y avait vraiment de tout, de l'information jusqu'à encadrer la publicité pour éviter trop de publicité de produits neufs, étendre les garanties, etc. Et ce qui ressortait très fortement, c'était que les mesures les plus plébiscitées étaient celles qui apportaient vraiment des contraintes et qui évitaient les dérives des entreprises, c'est-à-dire interdire l'obsolescence programmée au niveau européen, par exemple, ou alors imposer une durée de disponibilité des pièces d'au moins 15 ans sur les produits, enfin des choses vraiment concrètes pour éviter qu'on puisse avoir des produits jetables. Pour finir du coup sur le lobbying, ça fait de plus en plus débat, les lobbies industriels, on entend souvent des scandales sur le lobbying de groupes comme Monsanto, etc. Et c'est assez intéressant, du coup, vu de l'intérieur, de voir comment ça fonctionne, ces lobbies, pendant l'élaboration d'une loi. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que, en fait, le lobbying n'est pas un problème en soi. De toute façon, il existera toujours. Le problème, c'est surtout le manque d'encadrement et le manque de transparence, surtout. Si on avait, par exemple, un sourcing de tous les amendements, qu'on savait d'où ils viennent, par qui ils ont été envoyés, des comptes rendus de rendez-vous entre les décideurs publics et les lobbyistes, ce serait quand même beaucoup plus simple. C'est pour ça que nous, on communique assez largement sur ce qu'on pousse comme lobbying, mais ce n'est pas le cas de tous les acteurs et notamment parfois des entreprises. Par exemple, justement, pendant cette loi anti-gaspillage, on a vu qu'il y avait un amendement sur 10 seulement qui était sourcé, c'est-à-dire que le député ou le sénateur écrit cet amendement a été suggéré par l'association X ou Y, donc seulement 1 sur 10. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi ces amendements sourcés, donc dont la source est expliquée, 57% de ces amendements viennent d'ONG, d'associations. Alors que quand on voit la répartition des lobbyistes en général, il n'y a que 17% d'associations et d'ONG. Donc on voit que quand ils sourcent, ils préfèrent parler d'associations que de fédérations professionnelles ou d'entreprises. Il n'y a que 22% des amendements sourcés qui proviennent d'entreprises en surface, donc dans ce qu'on voit, alors qu'en vrai, ça représente plutôt 70% des lobbyistes. Donc c'est assez intéressant, il y a quand même une différence de transparence et puis de moyens aussi qui est quand même un obstacle à un lobbying équitable et plus éthique. Je vais en finir là-dessus parce que j'ai été assez longue déjà, merci.